La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Bonjour Jean-Paul, Bonjour la fraîche, comment tu vas ce matin? ça va très bien. Alors, on va combien de temps en arrière? Bon, on va 94 ans en arrière, on va pas parler d'un événement, enfin on va parler d'un événement, mais plutôt d'un anniversaire aujourd'hui. On célèbre les 94 ans de la naissance de Fidel Castro. Donc s'il aurait survécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait eu 94 ans. Alors il est décédé en 2015, pour ceux qui ne le savent pas. Il sera resté au pouvoir de 1959 à 2008. Après, c'est son frère De cadet. 1959 à 2008. À 2008, oui. Après, c'est son frère Raúl Castro qui va lui succéder. Lui va rester au pouvoir jusqu'en 2018. Et depuis, Raúl Castro. Oui, Raúl Castro. Et puis donc, depuis lors, c'est un autre président qui est en poste. Et donc, c'est quelqu'un qui aura marqué l'histoire de l'humanité, notamment on pourrait, moi je vois ça plutôt comme c'était l'incarnation à l'époque des indépendances et jusqu'au début, voire même le milieu des années 80, l'incarnation évidemment de la lutte contre le colonialisme, de la lutte contre l'impérialisme. C'était l'une des plus grandes figures du communisme qui aura marqué l'humanité, bon, évidemment jusqu'au début des années 90. Après, il va un peu à contre-cœur non pas se convertir à un capitalisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais il va quand même un peu assouplir sa vision du capitalisme et sa vision du monde. C'est quelqu'un qui aura donc marqué véritablement aussi la vie et qui aura rendu célèbre d'abord cette île, Cuba. Il faut savoir que Cuba est situé à peu près 150 km au nord de Miami. Et donc, c'est une ville qui est une toute petite île avec à peu près 11 millions d'habitants. C'est une ville qui est principalement agricole, hein. La canne à sucre, le rhum et les cigares sont les principaux produits d'exportation. Et il y a aussi le tourisme qui est aussi la principale activité économique de l'île. Mais évidemment, ce tourisme-là est fortement frappé par les sanctions américaines, il ne faut pas l'oublier. Barack Obama avait assoupli considérablement les sanctions américaines contre Cuba. Il ne faut pas oublier que ces sanctions contre Cuba datent depuis le début des années 60. C'était des sanctions qui avaient été mises en œuvre par le président Eisenhower pour évidemment, parce que en représailles au fait que lorsque Fidel Castro est arrivé au pouvoir en 59, et bien la première chose qu'il va faire, c'est d'abord instaurer une réforme agraire, parce qu'il faut savoir que les entreprises américaines étaient propriétaires d'immenses terrains, et donc il va nationaliser les entreprises américaines qui étaient installées à Cuba. Il va exproprier les Américains qui détenaient des terres et il va les redistribuer aux Cubains. Et donc c'est principalement pour cette raison-là, et en plus il va clairement se déclarer comme étant un marxiste-léniniste et donc comme un communiste. Et ça, pour les Américains, c'était inacceptable parce que Cuba faisait partie jusqu'en 1959 comme étant la chasse gardée des Américains, un peu comme la plupart des pays des Caraïbes Pacifiques et d'Amérique centrale. Donc c'était des zones que les Américains considéraient comme les leurs, et donc Cuba ne pouvait pas basculer dans le communisme en pleine guerre froide, il ne faut pas l'oublier. On est en pleine guerre froide, et donc c'était un peu comme un doigt de nez que les Cubains faisaient aux Américains. Donc ils vont essayer de faire payer ça de cher. Le Cuba aussi, on se rappelle de la crise des missiles en 1962. La crise de Cuba qu'on étudie en terminale. Oui, c'est la crise des missiles qui avait failli faire basculer le monde vers une troisième guerre mondiale. Pour la petite histoire,
il faut savoir que lorsque les Américains mettent en place les sanctions contre Cuba, Cuba, dont l'économie est extrêmement dépendante des États-Unis, n'a plus d'autre choix que de se jeter vers l'Union soviétique pour essayer de contrebalancer, si tu veux, l'impact lié aux sanctions que les Américains ont imposées à l'île. Et donc, les Russes vont voir en cela une opportunité, et donc ils vont essayer de voir en Cuba une zone où ils pourraient installer une base militaire avec notamment à l'intérieur tout un arsenal de missiles. Et donc, pour les Américains, c'était totalement inacceptable qu'à quelques centaines de kilomètres de leur côte, de leur frontière, que des Russes puissent installer des missiles. Et donc, le président John Fitzgerald Kennedy va donc imposer un embargo total sur l'île. Et c'est cet embargo-là qui va durer à peu près 4 mois. Durant ces 4 mois-là, l'humanité, le monde entier va retenir son souffle parce qu'évidemment, on craignait que si les Russes décidaient de violer cet embargo-là, il était clair qu'on devait basculer dans un nouveau conflit, dans un conflit entre les Américains et les Russes. Et finalement, Nikita Khrouchtchev va faire demi-tour, va éviter le pire, et c'est justement ce qui va entraîner sa chute en Union soviétique, parce qu'on va l'accuser, si tu veux, de s'être courbé devant un genou, devant un bambin. Et donc ça, pour les gens qui ne le savent pas, ça aussi était un tournant extrêmement important de l'humanité, et c'est à partir de là que va naître aussi notamment le courant qu'on appelle des non-alignés, parce qu'il faut savoir qu'à partir fin des années 60, ce nouveau courant-là qui disait que, parce qu'on avait l'impression que l'humanité était obligée, contrainte, soit de s'afficher dans le bloc socialiste, soit dans le bloc capitaliste. Et donc, il va y avoir des pays qui vont dire non, eux, ils choisissent une troisième voie. Il y avait en tête desquels Nehru, le premier ministre indien, il y avait Sukarno, qui était le président d'Indonésie, il y avait le président Tito, de l'ex-République fédérale de Yougoslavie, qui étaient les principaux leaders de ce mouvement des pays dits non alignés, donc c'est-à-dire des pays qui n'acceptaient de n'entrer ni dans le bloc capitaliste ni dans le bloc socialiste, et qui au contraire entretenaient même des relations avec ces deux blocs-là. Le Gabon, par exemple, était l'un des rares pays à avoir des relations diplomatiques avec l'URSS à l'époque et les États-Unis. Donc, Cuba va, avec cet épisode-là, comme je l'ai dit, de la crise des missiles, on va éviter le pire. Mais il ne faut pas aussi oublier que durant les décennies où Fidel Castro va rester au pouvoir, il aura été le chef d'État qui aura échappé au plus grand nombre d'attentats et le plus grand nombre de coups d'État de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire contemporaine. Il a évité à peu près des coups d'État près d'une quinzaine, des tentatives d'assassinat près d'une centaine. L'épisode le plus célèbre, c'est celui de la baie des cochons, il ne faut pas l'oublier. En 1961, John Fitzgerald Kennedy arrive à peine à la Maison-Blanche, qu'on lui dit qu'il faut trouver une solution pour se débarrasser de Fidel Castro. Et donc, la CIA va proposer au jeune président américain d'envoyer un groupe d'exilés cubains qui sont installés aux États-Unis, les armer et leur donner les moyens d'aller renverser évidemment Fidel Castro. Alors, il s'avère que malheureusement, ce plan-là avait été très mal ficelé et en plus avait été confié à des personnes qui n'avaient aucune connaissance des tactiques militaires, aucune connaissance du combat ou de la prise de pouvoir par les armes. Et donc, cette opération... Voilà, moi, je ne voyais pas ça, je ne savais pas ça. Donc, en fait, c'était des Cubains qui vivaient aux États-Unis. C'était des Cubains qui avaient fui l'exil, qui étaient en exil aux États-Unis. C'était un commando américain. Non, c'était pas un commando américain. Là maintenant, c'est la version. Évidemment, parmi les Cubains qui avaient participé à cette opération, il y avait des Américains, mais ils n'étaient pas nombreux. C'était beaucoup plus comme étant des instructeurs, ils étaient là pour aider à l'organisation, à la mise en œuvre de l'opération. Mais ça va s'avérer être un véritable fiasco, puisque non seulement ils vont être mis en déroute, mais en plus, beaucoup d'entre eux vont être capturés. Et donc, on va avoir la preuve manifeste que les Américains ont véritablement intenté à renverser le régime de Fidel Castro. Et donc, ça va être véritablement, ça va vraiment jeter l'opprobre sur les États-Unis, même si on savait depuis des années que la CIA a toujours été empêtrée dans
certaines affaires, dans certaines histoires visant à renverser des régimes. Et donc là, véritablement, on n'en avait jamais la preuve, puisque la CIA, c'est un service de renseignement. Et en général, le renseignement, il travaille dans l'ombre. On n'a souvent pas la preuve de son existence ou des actions qu'ils peuvent mener sur le terrain. Et là, on avait tout. Vraiment, les Cubains avaient toutes les preuves. C'était évident. Ils avaient les hommes, ils avaient les armes, ils avaient tout. Et donc, évidemment, ça va entrer dans l'histoire comme étant une défaite cuisante pour les Américains. Donc, il va falloir attendre la crise des missiles pour que, en termes de crédibilité, le président John Fitzgerald Kennedy regagne en crédibilité. Parce qu'après la crise de la baie des cochons, les Américains sont un peu obligés de faire tête basse, de calmer un peu le jeu, parce qu'évidemment, la défaite est là, elle est cuisante, elle est humiliante même pour les Américains. Donc ça aura aussi été un grand fait d'armes pour Fidel Castro, de prouver que lui, le petit Fidel Castro, à la tête de cette petite île, il était capable de résister et de faire face aux géants, tout-puissants géants états-uniens. Donc les Américains qui étaient là en face, les Américains qui avaient l'arme atomique, les Américains première puissance militaire et économique du monde, avaient tenté de le renverser, et lui, il avait résisté. Donc il va tenir ce message de résistance-là tout au long de sa vie. Et lorsque, évidemment, il va y avoir des changements, notamment avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc communiste, on pensait que les jours de Fidel Castro étaient comptés, mais pas du tout. Il va, au contraire, renforcer un peu son régime sur le plan de la sécurité. Déjà qu'il était taxé de dictateur par la plupart des régimes occidentaux, il va un peu plus sur ce point-là renforcer l'aspect sécuritaire du pays, mais il va aussi essayer de nouer notamment d'autres relations, notamment avec les pays qu'ils avaient aidés. Il ne faut pas oublier que Cuba a participé à plusieurs mouvements d'indépendance, y compris sur le continent africain. On a vu des Cubains se battre en Angola, on a vu des Cubains se battre au Mozambique, on a vu des Cubains se battre en Guinée-Bissau et ailleurs, donc dans les années 70, pour aider ces pays-là à obtenir l'indépendance. Et donc, ensuite, Cuba va changer de paradigme. Ils vont se lancer dans une espèce ils vont se lancer un peu dans la transmission de leur savoir-faire, parce qu'ils vont également énormément participer à la formation de cadres africains, notamment dans l'agriculture, l'élevage, dans la médecine, et même jusqu'aujourd'hui. Dans le sport aussi. Dans le sport aussi, et encore jusqu'aujourd'hui, on a des Africains, tous ces gens-là vont... Comment Fidel Castro a réussi tout ça alors qu'il était sous embargo? Alors, il a presque dirigé son pays pendant longtemps sous l'embargo. Oui, est-ce que là, c'est Barack Obama qui a levé l'embargo? Exactement. Et c'est justement l'une des grandes fiertés de Fidel Castro, c'est qu'il aura énormément investi dans l'éducation. Cuba est la preuve que même l'on n'a pas de moyens, lorsqu'un pays n'a pas de moyens, le pays doit privilégier d'abord l'éducation. Le pays doit mettre l'essentiel de ses moyens sur l'éducation. Parce que si vous n'avez pas un peuple éduqué, ce peuple-là ne sera pas en mesure de se prendre en charge lorsqu'il fait face à de graves difficultés. Il ne faut pas l'oublier. L'arrivée de Donald Trump en 2016, il a quasiment renforcé, il a balayé du revers de la main toutes les mesures qui avaient été prises par Barack Obama pour essayer de normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. Les Américains, l'administration de Trump est venue renforcer les sanctions économiques contre Cuba. Le tourisme y est interdit. Cuba, par exemple, a dû faire face à cause lors de la crise au Venezuela, avec les sanctions faites sur le pétrole vénézuélien, par exemple. Le Venezuela, qui est le principal fournisseur de pétrole à Cuba, avec les sanctions sur le pétrole vénézuélien, les navires qui transportent justement ce pétrole de Caracas jusqu'à La Havane n'étaient plus en mesure de le faire, puisque ce sont des navires pour la plupart occidentaux. Donc ils ne voulaient pas être sanctionnés par les mesures, ils ne voulaient pas être touchés par les sanctions américaines. Et donc ça va faire que, évidemment, les Cubains auront
d'énormes difficultés à s'approvisionner en pétrole. La deuxième chose, par exemple, c'est l'administration Trump a diminué de 25 à 10% la quantité de composantes des produits qui peuvent être exportés vers Cuba. Donc vous comprenez que si vous avez un produit qui contient plus de 10% de composants américains, vous ne pouvez pas ni exporter ni vendre ce produit-là à Cuba. Les Américains ont considérablement interdit ils ont interdit les visites de l'île dans le cadre touristique. Donc il n'y a plus de navires touristiques américains qui vont à Cuba. Les visas ne sont plus accordés qu'à ceux qui ont la double nationalité, c'est-à-dire que américaine et cubaine. Donc si vous n'avez pas la double nationalité, vous êtes américain, vous n'avez pas le droit d'aller à Cuba. Et pire encore, comme il y a une très forte communauté cubaine aux États-Unis, on a réduit à $1,000 par trimestre le montant maximal que les Cubains qui résident aux États-Unis peuvent envoyer dans leur pays. $1,000 par trimestre. Donc c'est dire que les relations, c'est dire que sur le plan économique, c'est des sanctions qui font mal. Mais Cuba résiste en grande partie parce qu'ils prouvent qu'ils ont une main-d'œuvre qualifiée, ils ont une main-d'œuvre bien éduquée, bien formée. On l'a vu avec cette pandémie de la Covid-19, puisque Cuba a envoyé des gens en Italie, par exemple, qui était le pays le plus frappé en Europe. On a envoyé, la France a fait appel aux médecins cubains pour l'aider à lutter contre la pandémie, notamment dans les territoires d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte. Donc, c'est dire que, évidemment, il joue sur cette qualité de la formation, sur cette expertise dont il possède sur le plan médical pour essayer de contrecarrer, si tu veux, les effets liés aux sanctions américaines. Et tout ça, ça a été possible parce que Fidel Castro n'aura pas dérogé à cette règle-là. C'est d'abord d'investir et massivement sur l'éducation et la formation des Cubains. Maintenant, évidemment, derrière, on peut lui reprocher le manque de liberté individuelle, mais pour lui, il s'agissait, il a toujours mis au-dessus de tout l'importance de lutter contre le capitalisme, l'importance de lutter contre l'impérialisme. Et donc, pour lui, les normes qui étaient occidentales, à savoir concernant les libertés individuelles et autres, pour lui, il considérait que ce n'était pas les plus importantes. C'était au contraire ces libertés individuelles-là qui risquaient de menacer, si tu veux, le régime en lui-même, de menacer l'idéologie communiste qu'il était censé défendre. Et donc, il va s'appuyer sur l'éducation et la formation pour plutôt essayer de permettre aux Cubains d'être des gens éduqués et formés, mais peut-être pas de jouir de toutes ces libertés-là auxquelles, évidemment, tout citoyen d'un peuple dit libre pourrait aspirer. Mais, évidemment, il est clair que l'éducation a été une très grande réussite pour Cubains et même la recherche scientifique. Il ne faut pas l'oublier que les Cubains ont travaillé notamment sur l'élaboration d'un médicament avec la Chine, en partenariat avec la Chine, un médicament qui est assez prometteur contre le VIH-Sida. Et donc, ce médicament est même pour le moment testé contre le coronavirus. Et donc, là aussi, ça a été une très grande victoire pour les Cubains qui restent en la matière un véritable modèle pour les pays en voie de développement ou les pays pauvres. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la vie de Fidel Castro ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Rappelez que vous pouvez toujours envoyer vos big up au 065 05 10 45. Je vous invite donc à liker notre page Facebook. Suivez-nous sur Twitter et sur Instagram. N'oubliez pas notre YouTube. Da Fresh Morning.